Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres. J'aimerais partager avec vous quelques convictions sur la politique d'immigration. La première, c'est que notre politique migratoire est et doit être une question globale et qu'évidemment, elle ne concerne pas un ministère ou une politique publique, mais demande une approche globale, le travail et la mobilisation de tous. Ma deuxième conviction, c'est que ce sujet appelle évidemment, comme l'a rappelé le Premier ministre, à la sérénité et au sérieux. Parler d'immigration, c'est souvent parler aussi de sa propre histoire, avec son propre vécu. Parler d'immigration, c'est un sujet qui nous touche et qui touche chacun et chacune d'entre nous, et nous devons l'aborder par les faits, en nous tenant éloignés des a priori et des idées reçues nombreuses sur ce sujet. Notre politique d'immigration, c'est d'abord une question internationale. Et c'est au cœur de cet ordre international que se trouve un acteur sur ce sujet absolument incontournable pour la question migratoire, l'Europe. D'abord, c'est la question de Schengen. Schengen, vous le savez, s'est construit sur deux piliers. La libre circulation des personnes à l'intérieur des frontières et la protection des frontières extérieures. Malgré des avancées fortes, indéniables, puissantes sur le premier pilier, jusqu'il y a peu, le second n'avait été qu'insuffisamment traité. Malgré des contrôles extrêmement stricts dans certains points, quelques frontières extérieures de l'Union européenne, que nous appelons des frontières vertes, sont encore insuffisamment contrôlées. C'est pour cette raison que le Président de la République s'est engagé très tôt pour la réforme de Schengen, notamment afin d'encourager l'établissement de centres contrôlés aux frontières extérieures de l'Europe, de mieux nous appuyer sur l'Agence européenne des gardes-frontières et de créer une agence européenne de l'asile. Enfin, pour poser la question de la prise en charge financière des procédures. Corollaire nécessaire de la réforme de Schengen, nous devons revoir nos règles en matière de droit d'asile. Fixant un principe en apparence simple, le pays de première entrée d'un demandeur d'asile traite sa demande. Le règlement de Dublin voulait, au fond, rappeler un principe simple, mais il s'est avéré extrêmement difficile dans sa mise en œuvre. Ainsi, comme les exemples italiens et grecs nous l'ont montré, dès lors que les arrivées sont massives, un traitement adapté des demandes est compromis. Si on ajoute à cela les demandes multiples introduites par les demandeurs d'asile et l'action innommable des trafiquants d'êtres humains, les principes de solidarité entre les États membres ont été totalement compromis. Pourtant, il est possible de le faire vivre. J'étais, il y a une dizaine de jours, à La Valette, avec plusieurs de mes homologues européens. Nous avions des intérêts parfois divergents, mais nous avons trouvé des premières solutions ensemble. Au Conseil des ministres des Affaires intérieures, hier, où Amélie de Montchalin représentait la France, nous avons exposé notre souhait de poursuivre cette dynamique pour mener une réforme globale et durable du système d'asile sur les deux fondements qu'a rappelé le Premier ministre, solidarité et responsabilité. En effet, il nous faut, dès l'installation de la nouvelle Commission européenne, être prêts à proposer des solutions pour avancer sur la refondation de Schengen et sur la réforme du régime d'asile européen. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la France sera au rendez-vous. La responsabilité, en quelques mots, cela signifie que des règles effectives doivent déterminer les compétences respectives des États membres pour l'examen des demandes d'asile. Certains pays ont plaidé pour une augmentation de la durée de responsabilité. Celle-ci devra naturellement s'effectuer dans une proportion raisonnable. Pour réduire les mouvements secondaires, nous rechercherons des solutions en proposant, par exemple, qu'un demandeur d'asile ne puisse pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil que dans un seul État, celui responsable de sa demande. La solidarité, cela signifie qu'une gestion ordonnée des migrations à l'échelle de l'Europe suppose que nous cherchions à aider vraiment les États de première entrée. La France se prononcera en faveur d'un mécanisme de solidarité, un mécanisme qui devra être obligatoire, mais obligatoire dans son principe, cette solidarité pouvant bien évidemment se manifester par des formes différentes selon les États. Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous ne pouvons pas envisager notre politique d'immigration sans connaître ce contexte européen, mais nous ne pouvons pas débattre sans partir des faits tels que nous les connaissons dans notre pays. Le premier fait que je voudrais évoquer devant vous, ce sont les entrées régulières sur notre territoire. En 2018, 256 000 personnes sont arrivées régulièrement.
Parmi eux, 90 000 sont arrivés par la voie de l'immigration familiale. C'est un chiffre qui est stable depuis de longues années. 83 000 étudiants ont été accueillis. C'est un chiffre en augmentation cette année, tout comme 33 000 personnes pour des motifs économiques. Ces deux chiffres sont, eux, en nette hausse. Je l'ai dit pour le premier, je vous le dis pour le second. Et c'est le reflet des choix d'attractivité que nous avons faits. 256 000, c'est donc 2 fois plus que la demande d'asile sur laquelle, bien souvent, nous nous arrêtons. Mais il faut noter que la demande d'asile en France présente plusieurs singularités. La première, c'est son augmentation. Il y a eu l'année dernière 123 000 demandes d'asile en France, c'est un record, et c'est une hausse de 20 % par rapport à 2017. Alors même que la demande d'asile en Europe avait significativement baissé. J'ajouterai même que dans certains pays, comme en Allemagne, elle baisse de près de 18 % sur la même période. Ces données doivent nous interroger, car elles ont des conséquences sur nos capacités à traiter convenablement les demandes et à traiter dignement celles et ceux qui ont besoin de protection. Mais là n'est pas tout. La seconde singularité de la demande d'asile en France tient du fait qu'elle provient en partie de pays dits sûrs. Cette liste des pays sûrs est établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais découle aussi, chacun le sait, je pense, de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle est la liste des pays où l'état de droit est garanti, où l'État n'est pas une menace pour ses citoyens. Ainsi, aujourd'hui, un quart de notre demande d'asile provient de pays dits sûrs, et notamment de Géorgie et d'Albanie. 2 pays depuis lesquels la demande est en forte augmentation. À ces demandes s'ajoute la défaillance du système Dublin, puisque 30 % des demandes d'asile effectuées le sont par des personnes qui ont déjà introduit une demande dans un autre pays. Ces chiffres ont donc un sens que nous devons affronter. Il est possible que notre système d'asile soit en partie dévoyé, soit en partie détourné. Et une pression très forte s'exerce sur nos services publics, notamment les préfectures ou notre système de santé. Nous avons pris les choses en main. Nous avons augmenté nos capacités d'hébergement pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et nous nous sommes emparés, dès le début du mandat, des questions d'immigration, d'asile et d'intégration. La loi pour une immigration maîtrisée, un droit effectif à l'asile et une intégration réussie a été une première étape. Elle est aujourd'hui pleinement entrée en vigueur. Toutes les mesures réglementaires nécessaires et son application ont été prises. Et les crédits budgétaires, les moyens matériels, les moyens humains et les mesures d'organisation ont été au rendez-vous. Ce texte a permis des avancées fortes, nécessaires, utiles. Je pense notamment à l'allongement de la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours, qui a permis des éloignements que nous n'aurions pas pu réaliser autrement. Je pense également à la possibilité offerte au préfet de prendre dans certains cas des mesures d'éloignement après la décision de l'OFPRA confirmée par les juridictions. Depuis son entrée en vigueur, 3 000 OQTF ont pu être prises sur ce fondement. J'ajoute que les lois de finances successives ont concrétisé nos efforts en matière d'asile, d'immigration et d'intégration, et qu'ils seront encore amplifiés dans le PLF 2020. Concrètement, ce sont 480 places en CRA supplémentaires depuis le début du mandat. Ce sont 229 millions d'euros supplémentaires pour l'ADA, dont 112 cette année. Ce sont 3 000 places supplémentaires pour les centres d'accueil des demandeurs d'asile et 5 000 places d'hébergement supplémentaires pour les réfugiés. Ce sont des engagements forts, significatifs, ce sont des engagements concrets. Je veux dire aussi que nous multiplions les déplacements avec Laurent Nunez pour améliorer nos coopérations avec les pays d'origine. Nous utilisons également toutes les options qui nous sont offertes pour lutter contre l'immigration irrégulière, qu'il s'agisse de l'aide au retour volontaire, du contrôle des frontières intérieures ou des éloignements forcés dont le nombre a augmenté, comme l'a rappelé le Premier ministre, de 10 % en 2018 et progresse encore un peu plus cette année. Mesdames et messieurs, je crois aussi, et je veux le dire fermement, que nous pensons notre politique d'immigration pour réussir notre politique d'intégration. Sur ce point, notre gouvernement s'est engagé fortement. Les crédits budgétaires dévolus à l'intégration ont été portés à des niveaux sans précédent. Une hausse de 75 % sur les crédits d'intégration depuis 2017.
Nous avons revu notre parcours d'intégration pour doubler, le Premier ministre l'a rappelé, le nombre d'heures de français et d'instruction civique. Et dans certains cas, nous pouvons aller jusqu'à 600 heures de formation pour accompagner ces politiques d'intégration. Nous avons renforcé les programmes qui favorisent l'insertion professionnelle. Ils font désormais pleinement partie de nos politiques d'intégration. Et nous devons, je le pense, aller plus loin encore, pour les femmes notamment, ou les réfugiés qualifiés. À cette fin, nous avons engagé une réflexion pour simplifier les procédures et revoir la liste des métiers dits en tension. Enfin, nous devons prendre en compte le désir exprimé par de nombreux réfugiés de résider dans des grands centres urbains. C'est une difficulté supplémentaire en termes de gestion nationale. Nous recevrons bientôt, avec Julien Denormandie, des maires qui se sont engagés pour y contribuer, ainsi que ceux qui font face à des situations d'une particulière complexité. Mesdames et messieurs les sénateurs, la question de notre politique migratoire est une clé. C'est une clé, à mon sens, pour notre pacte républicain, une clé pour notre intégration, une clé pour la confiance entre les dirigeants et les Français. Nous ne transigerons pas sur nos valeurs. Nous aborderons toutes les solutions avec sérieux et sérénité, sans caricature. Le Premier ministre a dessiné quelques pistes lundi à l'Assemblée. Elles se sont poursuivies cet après-midi devant vous. Nous avons besoin de regarder cette question en face, sans passion excessive, sans fantasme entretenu. Nous avons besoin de faire preuve de courage, d'avancer des propositions et d'aborder tous les aspects du débat, sans exception. Je vous remercie.